avec vous. Super, merci. Très heureux. Et maintenant, je vais te proposer, Chantal, de te présenter. Oui, merci Oui. Marie. Donc, moi, mon nom, c'est Chantal van der Vorst et donc, je suis formatrice, coach, consultante. Je travaille avec le CFIP depuis de nombreuses années et j'aime beaucoup la vision, la philosophie du CFIP qui est très humaniste. Et j'ai créé mon entreprise Humanix il y a une quinzaine d'années avec deux grands fondements, les neurosciences et les arts martiaux. Donc, je pratique le karaté depuis 30 ans aussi. Voilà. Et donc, Mustapha, que nous voyons à l'écran aussi. Oui, Et tu dis, Mustapha, pardon, dis-nous. tu dis aussi, mais on ne me voyait pas. Maintenant, on me voit. Donc voilà. Oui, Bonjour merci à tous. Claudia. Bonsoir. Bonsoir. Mustapha, tu peux Très te bien. présenter Oui, de là-bas bonsoir. là-bas. Oui, de 3000 km. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Alors, je me présente rapidement, Mustapha Netcher, installé à Casablanca, donc là, au Maroc. Alors là, en fait, j'accompagne ici au Maroc la transformation managériale, enfin, tout ce qui est accompagnement sur le développement des soft skills par les neurosciences et notamment par l'approche neurocognitive et comportementale qu'on diffuse depuis maintenant une dizaine d'années au Maroc et via enfin, le cabinet que j'ai créé, donc Cortex Training. Alors, on aura l'occasion d'échanger là-dessus, le cortex préfrontal et tout. Donc voilà, bienvenue à tous et excellent webinaire à tous. Voilà. Et alors, je vais enchaîner. Donc, moi, c'est Marie-Cécile Marie. Verbist. Voilà. Et le quatrième larron pour cette soirée. Et donc, moi, j'ai un petit parcours un peu atypique. Je viens du monde de la comédie. Et puis, j'ai rejoint les neurosciences et Chantal dans le début de notre parcours avec beaucoup de bonheur. Et elle m'a embarquée dans tout le parcours Brain Switch ici au CFIP. Et donc, on continue l'aventure. Et voilà, ça promet beaucoup de belles aventures. Et les neurosciences, l'acting, enfin, on mêle pas mal de disciplines qui font et qui créent une approche tout à fait particulière et très holistique, vous allez le voir. Voilà, dis, Marie, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette fatigue mentale voilà. C'est hallucinant. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, est-ce que c'est normal qu'il y ait une fatigue mentale comme ça, que tout le monde soit épuisé? Vous aussi, vous êtes épuisé, là? Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'observe, les gens sont éreintés, sont épuisés, ils n'arrêtent pas. Est-ce que les animaux font ça? Ben, en fait, je ne pense pas. En fait, je ne pense pas. Vous savez, moi, j'ai deux petits chiens à la maison que j'observe régulièrement. Et il y a un truc assez simple, c'est quand ils sont fatigués, en fait, ils dorment. Tu comprends? Ils ne vont pas se dire, je dois encore faire mes courses, je dois encore lire mes mails, je dois encore faire mon PowerPoint, je dois encore faire ceci. Évidemment, ils ont des choses à faire, mais je pense qu'il y a un respect très important de leur rythme biologique. Et donc, je trouve qu'ils sont une source d'inspiration très importante. Donc, cette notion d'hyper-investissement, c'est quelque chose qui est typiquement humain. Alors, on va le voir, une sorte d'adaptation, mais contre-productive, parce que dans le fond, le corps, à un moment, ne tiendra plus. Mais tout s'explique. Donc, on ira voir aussi les causes et le pourquoi. Dis, et Mustapha, pour toi, là-bas au Maroc, qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a aussi cette course parfois un peu effrénée dans laquelle nous, on peut tout à fait se trouver aussi? Bien oui, effectivement, en fait, c'est un peu la même chose, en fait, surtout dans les grandes villes. Casablanca, Rabat, en fait, les Tanger, enfin, les grandes villes ici, en fait, on constate depuis quelques années une charge mentale assez forte. C'est peut-être dû, en fait, aux multitudes de tâches à faire, hein, les faire plus rapidement, être partout, ne rien rater. Il y a aussi un point que j'ai constaté ces dernières années aussi, c'est l'appréciation du temps. En fait, on ne voit plus le temps passer. Je ne sais pas si vous avez un peu le même sentiment. Là, on arrive à l'été, en fait, l'année est passée tellement vite, on ne voit pas les enfants grandir. En fait, la notion de temps ici revient assez souvent. Un autre constat, c'est un peu cette frénésie à l'achat. Donc, on achète, l'achat impulsif grandit. En fait, on achète plutôt par désir, ce que je constate, hein, que par besoin. Donc ici, la recherche de tendance, cette addiction à l'achat, cette addiction notamment à la nouveauté. Et puis, il y a d'autres points. Hein, enfin, ça, vous le connaissez, c'est la difficulté de se déconnecter du travail. La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle aujourd'hui, elle est très, très légère avec le technostress, en fait, la technologie, avec le télétravail et autres. Donc ici, tout ça
il semble que, en fait, c'est quelque part, c'est une recherche permanente de la perfection, quelque part, de la performance, de plaire à l'autre, à la hiérarchie, à d'autres personnes. Donc, toujours plus, toujours plus. Alors, je me pose justement la question, quelque part, on est en train de fuir quoi? Ou bien on est en train de courir derrière quoi? Peut-être, voilà. Donc, un peu les grandes questions. Je ne sais pas, Chantal, qu'est-ce que tu en penses sur le Oui, fond eh de bien, cette… c'est une bonne question et on va la regarder à la lumière vraiment du fonctionnement du cerveau. Et donc, ben, je te propose de nous mettre un joli fond d'écran, fonctionnement du cerveau, pour pouvoir voir, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on est un peu en train parfois d'aller trop loin. Ouais, celui-là. Merci, Mustapha. Alors, vous voyez, donc, on a différentes zones cérébrales qui fonctionnent toutes très bien et de temps en temps, il va être nécessaire, j'ai envie de dire, de se remonter à l'endroit. Alors, un montage à l'endroit, c'est quoi? C'est que vous voyez une zone, territoire qu'on appelle reptilien ou gouvernance qu'on appelle aussi instinctive. Eh bien, ici, c'est vraiment le côté instinctif, la vie, la survie, boire, manger, voyez, agir ou réagir en cas de menace. Et ça va nous servir de centre d'alerte. On en parlera tout à l'heure par le mécanisme du stress. Alors, on va aller, je dirais, assez rapidement dans ces différentes zones. On a un mode qu'on appelle automatique, donc nos automatismes, nos habitudes, nos routines. Et ce qui va nous intéresser ce soir, vous voyez, territoire néolimbique là-bas en jaune, c'est vraiment une zone qu'on appelle aussi gouvernance émotionnelle qui va apprendre par plaisir et déplaisir. Et dans cette zone, vous voyez le mot là, évitement et compensation. Eh bien, c'est vraiment cela que l'on va étudier de façon plus approfondie ce soir, les conditionnements qu'on appelle hyper. Alors, on a aussi une autre zone dont on parlera encore, le territoire préfrontal, qui nous permet de prendre du recul, vous voyez, de s'adapter, pas de se suradapter. Donc, de voir les priorités, de respirer quand on en a besoin. Et il se fait que, vous voyez, on va dire, c'est notre partie automatique et la partie préfrontale, elles n'ont pas tout à fait le même poids. Dans ta question, Mustapha, que se passe-t-il? C'est que la partie automatique, donc néolimbique, eh bien, elle va très très vite et elle fait du bruit dans la tête. Donc, on a tendance à la suivre. La partie préfrontale, elle est plus silencieuse. Tu vois, c'est un peu comme un guide intérieur qui va parler par touche fine, par intuition, par petite voix, et elle est un peu plus lente. Donc, vous avez bien compris que le combat est un peu inégal, mais donc ça peut s'entraîner. Si tu veux bien, Mustapha, passer à la diapo suivante pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette notion d'hyper-investissement, encore la suivante, pour comprendre dans le fond que dans ce côté hyper, en fait, on a différentes phases. On va passer d'abord par un côté un peu euphorique. Donc, imaginons, on a un nouveau projet au travail et c'est magnifique, on adore. Et puis après, on va passer par une phase parfois un peu de en fait, c'est pas si bien, quoi. C'est un peu fatigant ce truc. Et donc, une insatisfaction alors que tout va bien. Et puis alors, on va de temps en temps se dire, ben, on fait un peu comme vraiment l'addiction, ça peut être l'addiction à la nourriture aussi. Eh bien, cette addiction, on pourra avoir un peu de dégoût en disant, mais oh, je cours après quoi, cette efficacité, cette performance. Et puis à un moment, peut-être, on ne voudra plus en entendre parler. Et on va voir que ceci, c'est au cœur du dispositif et que c'est un système de compensation. Alors moi, je vous l'explique. Et à côté de moi, nous avons une actrice internationale, Marie-Cécile Verbist, eh bien, qui va, je pense, nous jouer ça. Nous jouer. C'est comment une personne en hyper? Eh bien, c'est comment? C'est comment? Comment on est nous, et moi, et toi, et nous tous en hyper? Allô? Oui, Sophie? Oui, salut. Oui, oh, excuse-moi. Non, oui, excuse-moi, je sais qu'il est tard, mais 21h, oui. Je n'ai pas fait exprès, excuse-moi. Je suis désolée. Oui, non, je ne vais pas te déranger. J'en ai pour 2 minutes. Ça va? Voilà, alors écoute, c'est extraordinaire. J'ai tout prévu. Donc, on a calé les formations
Et bon, alors, tu m'as demandé qu'on commence les formations à 8h30, mais je suis désolée. Je suis désolée, on ne peut pas tout mettre. Donc, si on veut tout mettre, je suis désolée, on les lève à 7h. D'accord? Donc, lever 7h, planning des formations, lever 7h. Oui, c'est un peu tôt le week-end, j'en conviens, mais bon. Lever 7h, 7h30 yoga, ça j'y tiens beaucoup. Franchement, la pleine conscience, le yoga, c'est nécessaire. Donc 7h30 yoga, 8h petit-déj. Alors on raque vite le petit-déj, on retire vite les assiettes, on va dire ça au personnel. Hein. Comme ça, 8h30, on est prêt à démarrer les formations. Génial, on a 4 heures le matin, quoi. Et puis les pauses, les gens n'ont pas besoin de pause. Ok, on gagne 20 minutes dans les pauses. Je propose qu'on gagne 20 minutes dans toutes les pauses. La pause de midi, finalement, on la fera vers 13h30. Hein. Les gens peuvent tirer jusqu'à 13h30. Ils n'ont qu'à prendre des graines. Ce sera très bien. Donc, 13h30, allez, on leur donne 25 minutes. Ils peuvent d'ailleurs faire un pack aventure. Tu sais, l'exercice là pour relativiser. Hein. Ils font un pack aventure en duo. En même temps, ils mangent leur sandwich ou leur petite salade. Ce sera très bien, hein, tu vois. Allô? Allô, oui? Oui? Sophie? Ah, je te fatigue? Ah bon, je suis désolée, mais non, mais j'en ai pour 2 minutes, tu vas voir. Attends, j'ai tout prévu, c'est formidable. Donc l'après-midi, 4 heures, on enquille 4 heures. Ça... Allô? Allô, Sophie? Sophie, je t'entends. Tu veux que je te rappelle demain? Oui, mais écoute, on n'a pas fini là. Ah, d'accord. Ok, bah plus tard alors. Plus tard, c'est ça, oui. Désolée, hein. Salut. Merde. Allô? Oh oui, chérie, je suis désolée. Non, écoute, je viens d'avoir mon boss là. Non, je ne sais pas. Elle avait l'air stressée. Je ne sais pas. Enfin, moi, je lui ai parlé du planning. Et... Non, ne m'attends pas ce soir. Hein, je vais rentrer tard. D'accord, genre 1 heure, quoi. Ok? Je t'aime. Au revoir. Bisous. Enfin. Voilà, merci Marie. Moustapha, tu n'aurais pas des exemples aussi dans la vie de tous les jours, d'hyper, avec cette idée de phase dont Oui, je vais tout à brièvement fait. parler. Oui, très bien. Alors, effectivement, on peut avoir ces 4 phases hein, dans la vie, aussi bien dans la vie privée que la vie professionnelle. Si on fait, allez, on fait un passage par la vie privée, on va parler des relations amoureuses d'adolescents, on va dire ça comme ça. Alors, c'est quelque part, la première phase, c'est la personne, on va dire, voilà, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Et puis, hop, on passe à la phase 2. Ben, sans toi, ma vie n'a plus de sens. Vous voyez un peu le côté, j'y pense tout le temps, matin, soir, toute la semaine et tout. Et puis, après, on va passer à la phase où, la phase 3, notamment, c'est j'ai fait tous ces sacrifices pour toi, frustration en cas d'échec, donc au cas où je ne reçois pas une certaine reconnaissance, et puis plus jamais ça. Donc, quelque part, on voit un peu les 4 phases. Dans ces 4 phases, on voit un peu cette ambivalence entre une envie de réussir excessive avec une peur aussi excessive d'échouer. Donc, ce côté un peu, ce tiraillement. On voit aussi malgré un résultat, enfin, il y a un côté un peu insatisfait, une certaine amertume à la fin. J'ai fait tout cela pour ça. Et donc, vous voyez donc dans les exemples dont Moustapha parle, cette tendance à l'hyper, vous voyez, l'hyper-investissement, ça peut se coller dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. On va dire que c'est plutôt une dynamique où on en fait trop. Et donc, on en fait trop, par exemple, par rapport à l'efficacité, la performance, le perfectionnisme, le contrôle. Vous voyez, ce trop. Et dans l'approche neurocognitive et comportementale qui a été vraiment bien développée et de fond en comble par l'Institut de médecine environnementale à Paris, eh bien, on s'est beaucoup questionné avec le médecin Jacques Fradin, qui est vraiment à l'origine de cette approche, pour voir, tiens, mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'on se met, j'ai envie de dire, dans des dynamiques pareilles et dans des états pareils. Vous voyez, d'un point de vue très biologique, comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, il semble vraiment que l'hyperinvestissement, c'est un système de compensation. Vous voyez, donc, on va compenser quelque chose dont on va parler juste après. Et donc déjà, allons voir cette compensation. Donc on compense quelque chose et donc on va forcément jamais avoir assez, être insatisfait, avoir peur de l'échec parce qu'on se met des objectifs beaucoup trop hauts. Et donc, vous voyez ici, naissance d'un tabou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'enfance, l'adolescence, rarement à l'âge adulte, donc enfance, adolescence, eh bien, on va être extrêmement perméable
à ce que l'environnement, l'entourage nous envoie comme signaux. Parfois, c'est même très intuitif, c'est très énergétique, c'est émotionnel. Et donc, imaginez un enfant, imaginez une petite fille qui s'est magnifiquement déguisée en princesse et elle arrive à table, on va faire bien caricatural, et ses vilains grands frères se moquent de la princesse en lui disant qu'elle est complètement ridicule avec sa couronne à pique et ses bazars tout roses. Ils sont un peu gênés en fait parce qu'il y a un copain qui arrive justement, il dit c'est ta sœur? Non, 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 c'est pas ma sœur du tout quoi. Et donc extrêmement gênée parce qu'elle a peut-être une liberté qu'ils n'ont pas. Peut-être qu'ils ont envie aussi de mettre des couronnes hein, d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est joli les couronnes. Et donc en fait, cette petite fille, vous voyez, mettons-nous à sa place, elle peut avoir vraiment un choc émotionnel et la peur, vous voyez, l'idée d'être rejetée de sa tribu, les frères, les parents, c'est beaucoup, beaucoup trop important, c'est trop grave, le risque est énorme. Et donc, son cerveau, la partie automatique, peut vraiment se dire, OK, cette chose-là, plus jamais. Donc, me déguiser en princesse, plus jamais. Mais donc, par extension, ça peut devenir m'occuper de moi, être féminine, voyez, montrer des signes extérieurs de féminité. Et donc, cette petite fille devenue adolescente ou femme, peut-être qu'elle aura complètement bloqué cette partie d'elle au départ par survie. Alors, vous voyez, c'est le cœur de cette dynamique, c'est vraiment l'image sociale, c'est la mort sociale. Vous voyez, donc c'est pas rien. Donc, tous et toutes, on a ce qu'on appelle des hippos, les comportements tabous hypofonctionnels barrés. Alors, comme l'image sociale, elle est au cœur de ce fonctionnement, eh bien, c'est tout à fait logique que on va développer une compensation. Imaginez cette petite fille devenue adulte a quelque part à un moment perdu l'image sociale perdue, cette reconnaissance. En tout cas, il y a eu un grand risque. Elle ne peut plus accéder à une partie d'elle-même. Pour avoir cette image et cette reconnaissance, elle va compenser, elle va surjouer. Par exemple, en étant une mère parfaite, ce qu'elle ne sera jamais entre nous. J'ai essayé pendant de nombreuses années, ça ne marche pas. Mais donc, en faire et en faire, non, je me débrouille, mais bon, voilà. Et donc, vous voyez, en faire et en faire et en faire, ou ça peut être la performance ou l'efficacité, je dirais, peu importe, la recherche ultime de l'hyper, c'est la reconnaissance qui a été perdue là à l'origine. Donc, vous voyez, tous ces bazars d'efficacité, performance, contrôle, perfection et autres, eh bien, ce sont des compensations de choses qu'on a à un moment perdues. Mais rassurez-vous, on peut les retrouver. Alors, je vous explique ça. Nous avons notre amie Marie-Cécile qui va, voilà, moi Marie-Cécile, j'aimerais te demander, vous voyez, pour concrétiser les choses, genre un hippo que tu rencontres souvent, et est-ce que tu peux le jouer? Alors, vous toutes et tous spectateurs, je vous invite à être extrêmement attentifs à ce qu'on appelle les résonances, c'est-à-dire ce que le jeu d'actrice de Marie va provoquer sur vous. Salut. Oui, écoute, non, non, tu ne me déranges pas. Tu me déranges pas. Non, non, je faisais un petit break là. Ouais, il fait beau, hein? Ouais, super. Je sais pas encore ce que je vais faire ce week-end. Je sais pas. J'ai envie de rien. J'ai juste envie de me reposer. Je suis fatiguée. J'ai envie de rien. J'ai envie de rien faire. Ouais. Tiens, il me semble que je devais te dire quelque chose. Je sais plus quoi. Hey, tu bosses là? C'est bien. Vas-y, bosse ma chérie. Bosse, c'est bien. Bosse pour la patrie, c'est bien. Qu'est-ce que je devais te dire? Je ne sais plus du tout. Non, ce week-end, ça va vraiment être glandé, quoi. Rien. Je crois. Je ne sais même pas si je vais quitter mon pyjama. Ouais. Mais je devais te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Oui, attends. Oui, non, je vais aller m'acheter tu sais, la petite robe noire, là, c'était super, oui. Oui, t'es occupée? Ok, oui, je comprends. Attends, mais je devais te dire quelque chose. C'est pour ça que je t'ai appelé. Oh, c'est quoi ça? Oui!
Ah, je suis désolée. Il y a le client qui est en attente. Là, je l'ai mis sur ton secteur. Donc, oh, ben attends, ça fait combien de temps qu'il attend là? 35 minutes, ouais. Bon, écoute, ça va. Mais je lui ai dit qu'on allait régler son problème dans les plus brefs délais. Hein. Je ne lui ai pas dit après la pause, évidemment. Bon, allez, je t'embrasse. Hein. Cool, cool. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. À plus tard. Ciao. Ah, la petite sieste, moi. Ah. Tout à fait. En fait, là, le mécanisme de résonance émotionnelle, c'est en fait une sorte d'effet miroir. En fait, un comportement d'une personne, à la vue d'un certain comportement, ça peut créer une certaine réaction, hein, une émotion, une pensée. En fait, c'est un peu l'effet miroir. Cet effet miroir peut avoir plusieurs manières de s'exprimer. Ça peut être, oh là là, c'est ridicule, hein, je ne peux pas faire ça comme ça. Ça peut être aussi de la gêne, de l'agacement. Moi, c'est nul, enfin, jamais j'oserais faire ça. Ça peut être aussi quelque part de l'admiration larmoyante. Donc, je vois quelque chose, une scène, et je me dis, waouh, c'est magnifique, c'est beau, mais moi, ce n'est pas fait pour moi. Un autre type de résonance, donc le quatrième, ça peut être tout simplement le fou rire. Et là, on voit que les comédiens, ils jouent beaucoup sur ça, en fait. Et donc, dans ce type de résonance, quelque part, dans le fond, c'est se poser la question, c'est qu'est-ce que l'autre fait et que moi, je ne m'autorise pas. En fait, quelque part, ce que fait l'autre et qui fait résonance en moi, c'est quelque part quelque chose que je ne m'autorise pas. Et donc, ce sera peut-être l'occasion de retrouver quelques libertés perdues, bien sûr, avec un objectif. Alors, si on revient dans le cadre professionnel, si on voit les trois phases de l'hyper, c'est je suis sur un projet, wow, magnifique, je vais travailler soir, matin, le week-end, pour montrer à mon patron que je suis très bon. Et donc, à un moment donné, quand je vais montrer et puis je ne vais pas avoir de remerciements, je vais avoir une réponse de type, bah, il fait son travail, il est payé pour ça. Bah, là, je peux passer en phase 3. La phase 3, bah, tous les patrons, ils sont pareils. Et puis la phase 4, ça serait bah, plus jamais ça, plus jamais d'heures supplémentaires. Et si j'ai l'occasion de bloquer le travail, ça sera l'occasion. Donc, on voyait un peu cette courbe, quelque part, entre quelqu'un qui est hyper, j'utilise bien le mot hyper motivé au démarrage, bah, les bons éléments peuvent se transformer dans les pires éléments quand on tape dans la phase 4. Alors, justement, ce comportement, et notamment le comportement joué par Marie de résonance, ça cache un hypo. Alors, Chantal, à ton avis, quel hypo se cache derrière cette... C'est une bonne voilà, question. voilà. Alors, vous voyez, l'hypo en question, donc c'est l'hypo sur la glandouille, quoi, le fait de paresser. Alors, pour la petite histoire, c'est un hypo que j'ai beaucoup travaillé. Donc, quand je vois Marie le faire, j'ai encore un petit reste de résonance, c'est-à-dire un petit rire nerveux. Vous voyez, j'ai un petit peu, mon Dieu, comment hostile qu'on est combien là. Et en fait, pour travailler mon hypo, eh bien maintenant, je fais deux sports. En fait, il y a du karaté et du hamac. J'ai un hamac à la maison et je fais du hamac donc pour expérimenter et revivre le plaisir de la lenteur. Alors, vous voyez, pour récapituler le modèle, vous voyez, la compréhension des choses, c'est la partie très visible, c'est un hyper. Et donc, le fait d'en faire trop, d'être insatisfait, de courir tout le temps, etc. Donc, un mécanisme de compensation qui va compenser des hypofonctionnels. Hypo sur la paresse, sur l'égoïsme, sur l'imperfection, sur la médiocrité, sur la vulnérabilité. Donc, vous voyez, tous des comportements que l'on ne va plus, on va dire, s'autoriser par crainte d'être vu comme quelqu'un de débile, de con, excusez le terme, mais c'est ce qu'on pense de soi en général dans ces cas-là. Alors, moi, je vais vous faire part, ce n'est pas dans nos déroulés, mais il me revient quelque chose, une résonance que j'ai eue très fortement. Vous connaissez peut-être le film Happy Feet. Vous voyez, les pingouins, là. Alors, les pingouins, donc, il y a tous des pingouins aux yeux bruns et il y en a un aux yeux bleus qui est très différent. Et puis, alors, il se fait rejeter de sa tribu. Il danse magnifiquement bien. Et puis, à un moment, il revient et il est vraiment accueilli. J'ai encore la chair de poule, quoi. C'est toujours pas fini cette histoire. Donc, il est accueilli par les siens et il y a le lien, et il y a cette espèce, vous voyez, d'effet où on accueille tout le monde pour un monde meilleur, etc. Eh bien, pendant très longtemps, quand je regardais ce dessin animé avec mes deux fils, hein, Jérôme et Lionel, ils étaient petits à l'époque,
Et donc, moi, je pleurais à chaudes larmes. Donc, dans ce que Mustapha a évoqué, ça, c'est vraiment la résonance qu'on appelle en inhibition. Donc, c'est-à-dire admiration et vraiment la beauté, la beauté, la beauté. Et donc, je pleurais à chaudes larmes devant Happy Feet. Et donc, mes 2 fils me disaient, maman, c'est qu'un dessin animé. Et oui, quand on est dedans, alors c'est vrai, je me sentais tout à fait ridicule, doublement. Et donc, quand on est dedans, oui, on ne se rend pas vraiment compte que, en fait, on est dans une émotion énorme, alors que factuellement, on va dire tout va bien. Et donc, ça veut dire quand on a des résonances émotionnelles, soit dans cette lutte, ça nous énerve, ça nous agace, ou bien on admire, ou bien on est gêné pour l'autre, et on n'est pas du tout impliqué, ben, c'est qu'il y a un petit typo là qui est en train de se dire, tiens, il y a une liberté que tu as perdue en chemin, tu as l'opportunité peut-être de la récupérer, et la retrouver, notre liberté, ça va permettre de diminuer les hyper. Et voilà, l'addiction ne sera plus nécessaire. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais oui. On ne va pas rester là, on ne va pas rester, vous voyez, donc on ne va pas rester avec nos hyper et nos hypos. Et donc, en fait, que faire avec ça? Donc, nous, on aime toujours aller de l'avant, on ne va pas rester avec nos conditionnements. Eh bien, sur le schéma que vous voyez à l'écran, il y a 2 grandes voies possibles. Eh bien, il y a la première, c'est d'arriver à mieux gérer l'hyper. Et donc, l'hyper-investissement, ce côté addictif, ça veut dire, si je prends l'exemple de la boulimie, qui est aussi un côté hyper, ça veut dire gérer l'hyper, c'est augmenter la conscience sur le comportement et à un moment lui dire stop, je ne vais pas ouvrir le frigo. Ou stop, je ne vais pas aller faire des courses parce qu'il manque peut-être le riz noir de Camargue pour le plat qui... Non, je vais prendre le riz Bosto qui est très très bon et qui est dans l'armoire. Donc, vous voyez, gérer l'hyper, c'est facile et compliqué. C'est-à-dire, techniquement, c'est facile, c'est diminuer nos intransigeances, vous voyez, diminuer nos exigences, mettre un nom. Et c'est difficile parce que le mode mental automatique, il est archi puissant. Et on pourrait dire, il est dans une sorte de conscience ordinaire. Vous voyez, une conscience où on fait les trucs et on ne s'en rend même plus compte. On ouvre le frigo 10 fois et puis à la fin, il est quand même vide. Mais on ne sait pas qui a mangé dans le frigo, vous voyez. Et donc, la conscience éveillée de la partie préfrontale du cerveau, elle va vraiment nous permettre de relativiser, d'accueillir et de diminuer les exigences. Vous voyez, diminuer cette addiction. Et quand vous faites ça, je vous conseille de faire ça très précisément sur certains comportements que vous pouvez changer et surtout vous féliciter une fois qu'on a commencé à changer parce que ce n'est pas facile. Et la deuxième voie que vous voyez là, dans l'hypo, en fait, l'hypo, c'est vraiment la cause de tout ce bazar, on peut dire. Eh bien, ce que l'on fait, c'est libérer les hypos. Donc, on a le front de libération des hypos. Donc, comme Marie a fait, et peut-être, Marie, tu peux dire un mot sur l'art des dramatiques. Qu'est-ce que l'art des dramatiques? Donc, c'est une de tes grandes spécialités. Voilà. Alors, l'art des dramatiques, elle a été créée par Jacques Fradin, qui est donc celui qui a initié et qui a créé cette approche ANC. C'est du jargon, mais on appelle ça l'approche neuro-comportementale et cognitive. Et l'art des dramatiques, il faut savoir que Jacques Fradin était passionné par le monde des acteurs et le jeu. Et donc, il s'est servi finalement du jeu de rôle et des mises en situation pour travailler sur des personnages qui créent, en les jouant, plusieurs choses. C'est-à-dire que ça travaille sur des choses qui sont... tabous pour nous et qui le sont finalement de moins en moins à force de les travailler, un peu comme un acteur doit apprivoiser un rôle qu'il n'a jamais joué et pour lequel il n'a pas beaucoup d'acquaintance, pas beaucoup d'affinité. Et ce rôle va vraiment agir comme un antidote sur, je dirais, l'intransigeance de l'hyper. Et donc, cet art des dramatiques permet vraiment, par le jeu de rôle, les mises en situation contextualisées, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est très ludique, comme approche, on va dire, thérapeutique ou d'accompagnement. Et par le jeu de rôle et les situations contextualisées, on rentre vraiment dans ces mécaniques d'hyper et d'hypo, et on simplifie et on va dire qu'on enlève la tension qui accompagne l'hyper, on enlève l'anxiété et on enlève cette espèce de
de prisons dans lesquelles on est pris, des prisons automatiques, de réflexes conditionnés, d'attitudes conditionnées qu'on ne remet pas en question. Et donc, on retrouve une liberté. Et donc, cet art des dramatiques, il est vraiment là pour remettre la liberté à l'intérieur de soi, dans nos comportements, nos attitudes. Et donc, c'est un outil précieux. Voilà. Oui. Et alors, Mustapha, il y a aussi, Oui. vous voyez, le côté dont on n'a pas encore parlé, les motivations extrêmement profondes, sources de plaisir et qui ne sont pas de cette espèce de diction d'hyper. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de nos Oui. motivations fortes, primaires qu'on a toutes et tous? Alors, L'énergie. heureusement, bien sûr, c'est une source d'énergie, on dirait une source d'énergie inépuisable. Justement, c'est un des trésors cachés, je dirais que c'est intéressant de faire jaillir, c'est nos profondes motivations. Nos profondes motivations, c'est nos sources de, je dirais, d'action. Qu'est-ce qui fait? C'est nos moteurs, je dirais. Quand je fais quelque chose et que c'est l'action qui me fait plaisir, non pas le résultat. Autrement dit, par exemple, il y a certaines personnes, enfin, si on va sur l'approche neurocognitive et comportementale, notamment le gestionnaire, c'est des personnes qui aiment ranger parce que ça leur fait plaisir. Ce n'est pas la même chose si je range parce que je n'aime pas le désordre. Donc ici, on est dans les motivations conditionnelles, donc c'est le résultat qui compte. Et donc ici, en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est de se reconnecter avec les motivations profondes, notamment, c'est les sources de plaisir. Imaginons, prenons l'exemple de ranger. Si j'aime ranger parce que ça me fait plaisir et qu'il y a quelqu'un qui vient qui déplace un objet, donc là, pour la personne qui est dans le plaisir, il va dire « ouais, chouette, je vais re-ranger une deuxième fois ». Par contre, une personne qui va ranger parce qu'il n'aime pas le désordre, ben, dès qu'il y a quelqu'un qui déplace l'objet, ça va être source de stress. Donc ici, on va identifier deux éléments qui sont extrêmement importants. Est-ce que dans les choses que je fais dans la vie de tous les jours, je les fais par plaisir ou bien par motivation de résultat? Notamment, motivation de résultat, c'est souvent les « il faut, je dois ». Donc, dans le discours, on entend bien ce terme « il faut que je fasse ça, je dois faire ça ». Vous voyez un peu ce côté un peu résultat. Mais quand je suis dans le plaisir, ce n'est pas la destination qui compte. Ce qui est important, c'est le chemin. Et donc là, identifier ces sources de plaisir dans sa vie, dans sa propre personnalité, ça permet de mettre comme un couvert sur ces sur ces addictions et mettre un peu plus de plaisir. Il y a une étude qui montre que si on passe seulement 10% de notre temps dans le plaisir, il faut s'estimer heureux. L'état, c'est ça. Et donc, se retrouver dans tout ce qu'on fait dans la journée, dans cette addiction et tout ça, quels sont ces petits instants de bonheur que j'appelle les PIB, donc petits instants de bonheur qui me permettent de retrouver cet élan-là. Et bien sûr, ça part de la connaissance de soi. Alors, on peut avoir la question de ranger, on peut aller sur la personnalité qu'on appelle compétiteur. Il y en a qui aiment le défi, ça leur fait plaisir, se challenger, dépasser les objectifs. Il y a d'autres qui n'aiment pas perdre. Donc, vous voyez que la dynamique comportementale, elle est différente. En apparence, on voit la même chose, mais la dynamique comportementale, elle est différente. Et donc ici, l'idée, c'est ça, c'est retrouver des sources de plaisir justement pour gérer un peu ces addictions et retrouver un peu plus de sens dans la vie. Je dirais, comme tu disais Chantal tout à l'heure, c'est on court derrière quoi? C'est se poser aussi la question, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de marcher, de courir dans le mauvais sens ou de marcher dans le bon sens. Donc, c'est la bonne direction, je dirais. Donc, voilà un peu sur les motivations, Chantal. Et donc, dès qu'on fait des choses qui sont motivées par le résultat, ça peut être aussi simple qu'une reconnaissance. Je fais quelque chose parce que j'attends la reconnaissance de mon manager, par exemple. Je fais quelque chose parce que j'attends de mon conjoint un mot gentil ou quelque chose comme ça. Donc, à partir du moment où je crée des attentes, il faut se poser la question parce que je peux créer des frustrations derrière. C'est ça la question. Alors, ça peut générer du stress. Alors, Marie, c'est quoi le stress dans tout ça, dans toutes ce panaché d'émotions et de comportements? Oh là 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 là, je sais pas, mais j'ai une réunion tout à l'heure là. Faut que je boive. Oui, merci. Oh, je suis nerveuse, non, j'ai pas faim, j'ai mal au ventre. Bon, alors ils ont dit qu'il y avait tous les clients qui seraient là. Et il y a le grand boss là, il y a le grand boss, je sais pas ce que je vais faire. Il y a le patron de la région aussi. Oh non, ne me dis pas ça là.
tu sais, pays. Besoin d'air, là. Le pays, là? Oui, Il patron sera là des aussi? différents pays. C'est épouvantable, ça. Oui. Oh là là. Donc, alors, attends, qu'est-ce que je vais dire? Attends, qu'est-ce que je devais dire encore? Qu'est-ce que je dois présenter au... Je sais pas, respire. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon, alors, je respire. Je respire. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais je ne sais plus du tout. Je savais tout à l'heure, je ne sais plus ce que je vais leur dire dans une sheet. Oh, tu crois que c'est le trac, ça? Oui? Je dirais que ça y ressemble. Quoi. Ah, oui, je ne veux pas te faire plus peur, ah, oui, mais... ça y ressemble, ça y ressemble. Je respire, j'ai chaud, là. Puis on voit ta tête, c'est pas évident, là. Oui, vous? Je crois que... Oh, puis nom d'une chic. Nom d'une chic, tu sais quoi? Ils auraient pu me prévenir, quand même. Oh là, moi, je suis hors de moi. Ils auraient pu me prévenir que le grand patron était là. C'est toujours la même chose. On ne me dit rien. On ne me dit rien. Et puis, je me retrouve devant le grand patron. Et puis, crac, voilà, pas d'improvisation. C'est toujours la même chose. J'en ai ras-le-bol, moi. C'est pas juste. Non, oh, c'est injuste. Et en fait, je me sens manquer de respect. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est vraiment pas respectueux. C'est vraiment pas respectueux. Oh, finalement, si j'avais préparé mon truc, j'en serais pas là, hein. Je n'ai pas préparé le truc, j'étais me promener, j'étais faire des courses avec Janine. Alors, oh là, je suis nulle. Hein. Les autres, ils bossent et moi pas. Alors évidemment, ça ne va pas aller. Hein. Oh là 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 là. Oh. De toute façon, c'est nul ce que je vais dire. Il n'y a personne qui y croit là. Ça ne sert à rien. C'est foutu, hein. Ça ne sert à rien. Oh là là. Oh, je serais mieux dans mon lit. Hein. Je n'ai pas envie d'y aller. Tu ne veux pas y aller à ma place? Oh, allez, je sais pas, alors, ouais, il faut m'oublier, là, t'as qu'à dire, voilà, je suis très, très malade, je suis malade, oh, je suis malade. Voilà. On pourrait être malade à deux, quoi. Oh, il y a des malades, maintenant, il faut m'oublier maintenant, je vais faire un petit somme, ça va aller mieux tout à l'heure. Ok, merci Marie. Et donc, vous voyez ici, nous avons eu démonstration des trois, voilà, la cascade. Cascade du stress. Toujours la cascade, refait. La cascade du stress. Et donc, cascade du stress, pourquoi on l'appelle cascade? Parce que chez nos amis, les animaux, ça se passe dans cet ordre-là. Alors, vous avez peut-être vu la première forme de stress, c'est ce qu'on appelle l'état de fuite. Et donc, fuite, il y a vraiment le côté où voilà le côté, ce travail, cet enjeu, les patrons qui sont là. Eh bien, dans la tête de Marie, c'est comme un énorme lion qui est arrivé et donc il faut s'enfuir. Émotionnellement, vous voyez, c'est vraiment de l'inquiétude, voire de l'angoisse, une agitation extrêmement forte. Et si elle suit son instinct, je pense que ce n'est pas l'idéal, mais elle part et elle court très loin et on ne la retrouvera peut-être plus. Peut-être le lendemain, le surlendemain, dans un bois quelque part. Donc ça, c'est l'état de fuite. Deuxième variante, vous avez vu, mais dans le fond, son stress a évolué, a changé de forme et s'est transformé en lutte. L'état de lutte, c'est une agressivité défensive. Donc, on a identifié un danger, toujours le même, cette présentation, cet enjeu, et on va réagir par de l'énervement, par de l'agacement. En fait, l'idée, c'est de faire fuir ce danger. Ça ne marchera pas, on est bien d'accord, mais c'est ça. Il y a un lion qui est à l'intérieur de nous, et donc, en fait, ça énerve. Et comme Marie disait, vous voyez, c'est vraiment le côté injustice, irrespect. Dans la lutte, il y a souvent une sensation vraiment on n'a pas été considéré à notre juste valeur. Et la troisième forme, vous voyez Marie prostrée, c'est le stress d'inhibition, inhibition de l'action. Les jambes sont un peu coupées. Et en fait, elle a envie de se cacher sous la table. Alors, dans sa grande réunion, ce ne sera pas l'idéal. Donc, c'est plutôt le découragement et l'abattement, voire la tristesse et l'énergie qui est vraiment basse. Et la confiance en soi et l'estime de soi qui sont en chute libre parce que ce sont des états dans lesquels les émotions sont exacerbées. Alors, j'ai essayé de jouer une petite montée dramatique, on va dire un faible niveau, moyen niveau, niveau très élevé. C'est toujours du stress. Et donc, la problématique, quand on est pris là-dedans, c'est que les émotions peuvent être très, très pénibles, très envahissantes et très compliquées à vivre, à gérer, mais aussi, elles se répandent. Parce qu'évidemment, le rôle du stress, c'est de se contaminer pour prévenir le troupeau d'un danger potentiel. Et donc, il fait son job, le stress. Il se contamine, il se répand. Ouais. Et donc, ce stress, vous voyez, c'est un indicateur fabuleux.
déjà, le mot stress, en fait, le chercheur français Henri Laborit n'avait pas appelé ça stress. Ça, je ne sais pas pourquoi ce mot dramatique est arrivé sur Terre. Sur Terre, déjà le mot est stressant, on va dire. Et lui, il avait appelé ça des états d'urgence de l'instinct. Donc, Marie nous a interprété 3 états d'urgence de l'instinct. C'est biologique, on les a toutes et tous. La fuite, la lutte et l'inhibition. Alors moi, j'aime bien le mot état d'urgence de l'instinct parce que c'est plus juste, c'est-à-dire que c'est notre instinct qui est en train de nous indiquer il y a un danger quelque part, je ne peux pas t'en dire plus, un peu comme une alarme, vous voyez, dans une maison, ça va sonner quand il y a de la fumée, mais l'alarme, c'est pas dire il y a un incendie là ou là ou là. Vous voyez, ben, c'est pareil. Alors, c'est vrai que le mot état d'urgence de l'instinct, c'est un peu difficile à placer dans une conversation, mais ça en jette quand même, je crois, à Noël ou d'autres. Hein. On peut dire je suis en état d'urgence de l'instinct, non, on dit plutôt je suis stressé. Et pourtant, la fonction, c'est sonnette d'alarme. Alors, dans cette approche, hein, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le stress qui est pourtant, vous voyez, personnel, c'est-à-dire comme on voyait Marie, c'est elle qui va manifester un état de stress, eh bien, j'ai envie de dire, un train peut en cacher un autre, c'est-à-dire que le stress va avoir différentes origines et différents, ça va voilà, indiquer des tas de choses différentes. Alors, on va le prendre à 3 niveaux, individuel, relationnel et systémique. Individuel, vous voyez, quand Marie est stressée, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue du fonctionnement de notre être et de notre cerveau? La première chose, c'est se dire, il n'y a pas un danger réel. Quand on dit danger réel d'un point de vue biologique et scientifique, c'est danger de mort imminente, il y a un lion qui arrive. On n'a pas vu de lion, non, pas vu de lion, non, pas de gros chien, pas de dinosaure, il n'y a pas. On est d'accord, hein, ici on est tranquille dans notre café, donc voilà, il n'y a pas. Donc ça veut dire, il y a autre chose. Si la gouvernance reptilienne, la instinctive s'allume, c'est que quand même il y a quelque chose qui se passe, c'est pas pour rien. Alors, la raison, c'est la suivante, c'est que, vous voyez, notre mode mental automatique qui est constitué ici des territoires qu'on appelle néolimbiques, paléolimbiques, disons que c'est tous nos automatismes, et il y en a des tas, on va dire, de différentes sortes. Eh bien, quand dans une situation qui nécessiterait de réfléchir autrement, ou de lâcher prise, ou de se positionner, donc autrement dit, d'activer la partie préfrontale, si dans ce genre de situation, on reste un peu désespérément dans nos automatismes et nos habitudes, etc., on va avoir un carton rouge, c'est-à-dire la gouvernance instinctive reptilienne va dire non, 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 t'as tout faux, moi je vais t'envoyer du stress pour te dire que ton automatique, eh ben, il n'est pas adapté et que tu vas devoir considérer la situation autrement, réfléchir autrement, lâcher prise, penser hors du cadre, comme tu veux, mais autrement. Donc, vous voyez, on est donc bien, pour bien structurer les choses au niveau stress qui se manifeste par une origine individuelle à l'intérieur de nous. Et dans notre terme de l'hyper et du surinvestissement, en fait, l'Institut à Paris a fait une étude sur le stress au travail il y a quelques années pour voir, tiens, ça raconte quoi ce stress? Et donc, il apparaît dans cette étude, il y a eu 7000 répondants sur 4 pays, que, en fait, la première cause de stress au travail, c'est le surinvestissement émotionnel dont on a parlé ce soir. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que, ben, évidemment, on a tous des germes d'hyper, vous voyez, puisqu'on a eu tous des hypos. Autrement dit, donc, on a tous et tous des besoins, parfois d'en faire plus, d'être reconnu, d'exister à travers le regard de l'autre. Et donc, en fait, ben, comme on a ça à l'intérieur de nous, à certains moments, c'est complètement inadapté. Vous voyez, la situation objectivement ne nécessite pas de faire un marathon en permanence, y compris comme tu l'as joué le samedi, le dimanche, revenir à 1h du matin, etc. Vous voyez, donc, ça c'est au niveau individuel une des causes majeures de stress. Et dans cette étude, en fait, il s'est avéré que dans cette population qui a été identifiée, 7000 répondants, 41% des personnes étaient dedans. Donc, vous voyez, d'où le signal d'alarme qu'on a envie de lancer ce soir, c'est se dire, prendre conscience de nos hyper, arriver à un peu les diminuer, et puis se dire, mais dans le fond, vous voyez, il y a une question simple et complexe. Hein. Simple, c'est quoi? C'est, dans le fond, quand je fais tout ça, pourquoi est-ce que j'ai vraiment pas envie qu'on me prenne?
J'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de quoi. Alors faites la liste, hein, vous pouvez cocher médiocre, irresponsable, égoïste, glandeur, paresseux, etc. Nul, vulnérable. Et en fait, tout ça, ce sont nos hippos. Et la grande résolution, c'est arriver à libérer, donc se redonner des permissions pour avoir un équilibre de vie parfois qui peut être meilleur. Donc vous voyez, ça c'est le stress au niveau individuel. Le stress, alors important peut-être, c'est qu'on ne fait pas les choses seul, hein. Il y a des méthodes managériales, je pense. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises et des méthodes managériales qui renforcent les hyper malgré nous. Vous voyez, et donc trop de management par objectif, etc. Quand vous avez dans l'équipe une personne en hyper, surtout, mettez pas des objectifs en plus parce qu'elle va déjà être comme une machine à laver en programme essorage tout le temps. Vous voyez, donc, il y a des pratiques qui favorisent les hyper. Et donc, peut-être c'est à réfléchir aussi, de voir, tiens, est-ce qu'on induit un peu trop les hyper ou pas? Et nous, dans nos accompagnements, depuis 1 an, avec tout ce qui est travail à distance, etc., moi, je vois beaucoup d'équipes qui sont arrivées à un niveau d'épuisement assez impressionnant. Parce que plus de déconnexion, etc., parce que dynamique hyper. Donc, vous voyez, stress individuel. Le stress est très important aussi, va nous indiquer des choses au niveau relationnel. Donc, c'est-à-dire, comme s'il y a un lion qui arrive, ben, relationnellement, je le vois, hein, donc je vais être stressée. Eh bien, ce lion identifié, on a identifié avec ce centre à Paris 2 comportements qui sont les plus stressants, c'est la mauvaise foi et la dominance. Et donc ça, dans ce genre d'environnement, il y a en général la gouvernance instinctive qui s'allume. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben oui, la gouvernance instinctive, elle n'aime pas du tout. On a une espèce de... au niveau de nos différents territoires, on a créé, avec l'évolution de l'espèce, un territoire ou une gouvernance qui est là pour gérer notre côté hiérarchique animal. Alors, les chats, par exemple, sont très soumis à une hiérarchie grégaire, c'est-à-dire qu'il y a le chat ou les chats dominants, et puis il y a les numéros 2, 3, etc. Et la hiérarchie, elle est très stable. Et elle ne tend pas à bouger et à alterner, etc. C'est assez stable. Pareil pour un troupeau de vaches. La vache de tête, elle rentrera la première dans le paddock et puis il y aura la deuxième dans son étal. Chez les animaux, ça fonctionne très très bien, cette dominance, on va dire cette hiérarchie animale. Chez les humains, ça bug un peu, c'est-à-dire que dans les équipes, les organisations, quand on a affaire à quelqu'un qui a des problématiques de type dominance et qui dysfonctionne avec trop de mauvaise foi, trop de culot, au-delà de l'assertivité, je vais dire des autorisations à se moquer, à harceler éventuellement, et on peut monter dans les grades quand on se retrouve dans des problématiques de type positionnement grégaire, donc de type gouvernance instinctive, on peut être vraiment mis à mal, c'est-à-dire qu'une équipe peut vraiment se retrouver complètement stressée parce qu'il y a un collaborateur, une collaboratrice ou un duo, parce qu'il y a parfois des duos de dominance qui font effet vraiment qui font un effet toxique sur le groupe. Alors il y a beaucoup de prises, il y a beaucoup d'emprises émotionnelles, beaucoup d'emprises mentales dans ces problématiques qu'on rencontre dans les entreprises, mais dans les familles, dans les groupes d'amis. Hein, quand vous voyez un jeune qui, celui qui arrive en retard, qui est attablé et qui dit « Hé, du con, c'est à cette heure-ci que tu arrives !» Les autres sont tous... ils sont très, très gênés. En fait, ils se disent « J'espère que ce n'est pas moi qu'on va traiter du con devant tout le monde. » Donc, il y a des espèces de crucifixion sociale, des espèces on se fait apostropher, on se fait... Et en fait... ce sont des stratégies utilisées comme des petits jeux de pouvoir ou des grands jeux de pouvoir pour prendre le pouvoir, justement. Et donc, cette gouvernance-là, elle peut être très problématique et elle génère évidemment beaucoup de stress dans les équipes, les entreprises. On peut avoir un management qui a vraiment du mal à cadrer des collaborateurs. On peut avoir aussi des collaborateurs qui ont beaucoup de mal avec un management qui joue avec ces jeux de pouvoir. Hein, qui joue dans ces cartes-là, qui fait du favoritisme, qui harcèle, qui a des autorisations à en demander toujours plus, etc. etc. Donc, c'est aussi, dans cette approche, vraiment, je pense, quelque chose d'assez unique.
d'avoir aussi bien ciblé cette problématique instinctive et de permettre justement de l'aborder, de la travailler, de la traiter, de la comprendre déjà et de ne pas se laisser déstabiliser. Alors, on donne beaucoup de formations ici dans tout ce qui est gestion de l'agressivité, gestion des motivations. Et dans la gestion de l'agressivité, on voit évidemment l'approche de cette gestion de l'agressivité défensive ou de l'agressivité plus offensive qu'on associera à la dominance, par exemple. Ouais. Et donc, merci Marie. Donc, vous voyez, pour l'aspect relationnel et le stress qui va nous servir chaque fois de bel indicateur. Et alors, ce stress, il peut arriver aussi pour une troisième raison qui est systémique. Et celle-là, en fait, elle est en général sous-estimée. Et donc, ce que l'on voit beaucoup, c'est que la gouvernance instinctive va hurler quand on a, par exemple, des responsabilités, donc on est responsable par exemple d'établir un budget, de gérer une équipe, etc., mais où on n'a pas tout à fait le pouvoir ou le degré d'autonomie pour y arriver, et où le pouvoir se trouve dans des comités, chez d'autres personnes, et en fait ça donne une sensation d'insécurité. Vous voyez, responsable de, donc il faut atteindre des objectifs, rendre des comptes, et puis on a le pouvoir qui est parfois dilué sur ces mêmes responsabilités. Alors, moi, j'accompagne notamment plusieurs entreprises et une fortement pour l'instant, et on voit que dans leur maladie, il y a vraiment ça, il y a des responsabilités à gauche, des pouvoirs à droite, et donc ils ont entamé ce qu'on appelle une libération de l'entreprise, mais qui n'est pas assez structurée pour l'instant, et donc, vous voyez, libéré pour que tout le monde se sente bien, mais ils ont libéré la bête aussi, c'est-à-dire la bête, les parts d'ombre, les rapports de force, etc. Et donc, dans tous ces cas-là, comprendre que cette gouvernance instinctive, ici reptilienne, instinctive, elle ne va jamais mentir. Et donc, je pense aussi très, très important de considérer le stress. On devrait en fait avoir vraiment des tableaux de bord financiers, KPIs et autres, et intégrant des indicateurs humains, la motivation, le stress, la confiance, parce que moi, dans certaines missions, en fait, j'ai vraiment vu que le niveau de stress était très élevé, mais il a été traité par des actions spécifiques sur le stress et pas du tout par une culture managériale qui était en train de prôner de plus en plus les hyper-investissements. C'est devenu culturel parfois. Vous voyez, donc, établir des tableaux, mesurer, si vous voulez, tout ce que raconte l'humain, parce que notre cerveau, il est conçu comme ça, il va avoir un impact sur nos émotions, sur nos comportements. Et notre idée, le propos, c'est de se remettre à l'endroit. La partie préfrontale, ça devrait être le pilote. Vous voyez, donc vraiment se dire, voilà, quel est le cap, quelle est la vision, s'observer soi-même, observer les équipes, observer que ce soit aussi dans la vie familiale, amicale, personnelle. Tiens, quel est mon cap? Est-ce que c'est le bon cap? La partie ici, vous voyez, dans la diagonale, c'est ce mode mental automatique. Il est fait pour gérer des situations simples, connues, maîtrisées. Et ça, il le fait très bien. Mais basta, pas plus. Pas le complexe, pour ça, il est mauvais. Et donc, quand on est en roue libre dans l'hyper, ce n'est pas juste d'un point de vue biologique. Et la gouvernance instinctive, je dirais, voyez, l'instinct et l'intuition préfrontale ensemble, ça fait une très belle équipe. L'instinct qui va envoyer des tas de signes, qui a des antennes, et l'intuition qui va pouvoir décoder pour dire, tiens, est-ce qu'on est juste ou pas juste? Et donc, tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. N'est-ce pas, Mustapha? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est ça, hein, c'est voir le stress comme un indicateur d'un dysfonctionnement. C'est comme de la fumée, il faut aller chercher le feu. Et donc, quand on a une grille de lecture, ça devient plus intéressant. Autrement dit, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, on aura l'occasion d'y répondre. Comment travailler avec quelqu'un dans le rapport de force qui a de la dominance? Et c'est quelque part, c'est rétablir cette boucle responsabilité, pouvoir décisionnel. Autrement dit, que la personne qui décide ou qui participe à la décision va assumer aussi les conséquences. Je suis dans une équipe qui est peu coopérative. Et puis, par contre, quand je dois rendre le rapport dans les délais et que je ne reçois pas les informations dans le temps, il n'y a que moi qui assume les conséquences, quoi. Et donc là, remettre les responsabilités à l'endroit où il faut, tout le monde assume les conséquences. Et là, bien sûr, d'une manière très, on va dire, politiquement correcte. Hein, c'est très, très fin comme approche. Et donc là, quand on a cette manière de faire, ça permet de libérer justement, comme tu as dit Chantal,
certains fonctionnements dans l'organisation. Vous voyez un peu donc là, c'est l'approche un peu biosystémique et son impact sur l'individu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, hein? Si, bien sûr, on avait un peu les comportements humains, on avait un peu la complexité, je dirais, on avait aussi l'addiction, l'hyperinvestissement au travail. Ben, si on continue dans cet aspect-là, ben, on peut tomber dans l'épuisement professionnel, dans le burn-out, avec son impact aussi, bien sûr, la vie privée que que la santé. Hein, c'est le stress somatique, l'impact sur la santé. Et donc là, pour ne pas un peu plomber l'ambiance, c'est tout ce qui est les maladies cardiovasculaires et compagnie. Mais bon, heureusement qu'on peut faire de l'accompagnement et qu'une prise de conscience, je dirais, c'est 50% du travail, c'est le démarrage. C'est un peu la lumière je dirais, un endroit sombre, la petite lumière qu'on va voir. La première étape, c'est la prise de conscience. Parce que quelqu'un qui est en addiction, le plus compliqué, c'est de lui faire comprendre qu'il en fait un peu trop. En fait, c'est un peu ça. Et donc, cette prise de conscience permet de faire passer à la deuxième étape, c'est quoi faire? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Voilà, je constate que j'en fais un peu trop, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et donc, la troisième étape, c'est il faut passer à l'action. Donc là, des fois, ça nécessite un accompagnement extérieur, ça nécessite une connaissance de soi dans un premier temps, mais aussi un accompagnement des fois extérieur, donc une sorte de miroir. Alors, Chantal ou bien Marie, en fait, qu'est-ce que vous nous proposez dans ce sens-là? Alors, moi, ce que je propose, c'est peut-être de voir d'abord s'il y a des questions. Oui, on est rendu là. Questions, discussions, et puis on Ouais. terminera par voilà, vous indiquer, nous ici au CFIP, ce que l'on propose. Claudia, a-t-on des questions? Oui, je vais me faire le relais pour vous aider des questions. Donc, une question, n'hésitez pas hein, sur le chat ou sur le Q&A. Donc, une question de Delphine qui nous dit « La mise en place du télétravail Covid va déboucher sur des télétravail structurels et en formation. Les managers sont invités à passer au management par objectif. Comment faire pour ne pas développer les hyper de façon excessive et malsaine ?» Ouais. Peut-être tu peux lire les différentes questions, synthétiser. C'est la question pour le moment, voilà, Okay. c'est une question. Management. Donc, le reste semble clair, mais n'hésitez pas. Ouais. Alors, bonne question. Hein. Donc, je pense que dans les organisations, c'est de toute façon important qu'il y ait des objectifs, des guides, on va dire, et comment je vais vous expliquer ça? Enfin, moi, ma vision, c'est que, oui, dans un cœur de fonction qui est bien conçu. Donc, quand je parle de cœur de fonction, ce n'est pas la description de fonction qui est un mandat pour lequel on a un contrat, on est payé, etc. Mais dans le fond, le cœur de mission, c'est qu'est-ce que je fais dans cette entreprise et quelle est ma valeur ajoutée. Alors, un cœur de fonction qui est bien conçu pour éviter effectivement cet hyper-investissement, première règle, c'est qu'on doit avoir un équilibre égal, très strict entre responsabilité et degré d'autonomie. Donc, si j'ai la responsabilité de ça et ça et ça, je dois avoir le degré d'autonomie pour faire ça et ça et ça. Le budget ou l'équipe, accès à des documents, accès à de l'information, etc. Donc là, c'est vraiment, on va bâtir un terreau qui est solide pour déjà éviter des dérives dans le sens, ah tiens, mais le collègue Intel a pris de la responsabilité. Et quand on a une tendance à l'hyper-investissement, on a tendance à piquer les responsabilités des uns et des autres. Donc, quand on cadre bien, quelles sont tes responsabilités? Quel est ton degré d'autonomie? Ça, c'est une chose. Alors, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le cœur de motivation. Mustapha parlait des motivations profondes. Et donc, c'est de plus en plus, je dirais, d'introduire ou de remettre, je dirais, la notion de plaisir au travail, de vraie motivation. Alors, nous, dans le modèle que l'on a développé, il y a différents tempéraments, des sources de motivation très profondes. Et en fait, quand le job correspond en partie ou en grande partie aux motivations profondes, le travail va donner de l'énergie. Tandis que, vous voyez, dans l'hyper, on a des fuites d'énergie énormes. Dans les motivations profondes, ça nourrit. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans, il y a longtemps déjà, dans les télécoms.
Et j'ai à un moment ma fonction ingénieur process, et puis je m'occupais aussi de certains projets très techniques. Moi, vous avez vu, moi, voilà. Donc je savais faire, j'avais les compétences, mais voyez, Mustapha parlait du thème motivation secondaire. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est je faisais les choses parce qu'il fallait, parce que je devais, et travailler, etc. Mes plaisirs au travail étaient pas loin de zéro. Alors, mon préfrontal marchait, donc je m'adaptais, mais les moteurs n'étaient pas nourris. Et donc, les moteurs, c'est vraiment nos motivations très profondes, le plaisir qu'on va avoir, et c'est une excellente parade à l'hyperinvestissement. Vous voyez, plaisir et que ça donne de l'énergie. Et puis le troisième conseil qu'on pourrait avoir est de type managérial, je dirais, où moi, personnellement, je crois beaucoup à des postures, attitude coach ou facilitateur, c'est-à-dire que le management va être plutôt là pour mettre en place un bon terreau pour que la motivation arrive, pour que les équipes soient assez bien autonomes, autorégulées. Et donc ici, vous voyez, pour pouvoir quelque part révéler le potentiel. Donc, je vois encore pas mal de managers, et moi j'ai été parmi ceux-là qui font du micromanagement. Donc, moi j'avais cette tendance à certains moments. Et puis, en fait, ça fatiguait tout le monde et moi d'abord en plus. Je veux dire, voilà. Donc, tout le monde épuisé. Et en fait, il y a ce côté, vous voyez, attitude coach où on met en place des équipes qui sont plus régulées et où on intervient nettement moins dans le contenu. Donc, par rapport à la question que vous posez, vous voyez, management par objectif, pour moi, si on fait juste ça, ben, c'est un peu dangereux, effectivement. Il y a des risques psychosociaux et donc à sortir ça de ces différents ingrédients. Alors, si ça répond en partie à votre question, voilà, ou pas du tout, surtout dites-le et on complète, hein, on cherche ensemble. Alors, il y a une question. Ouais. Ouais. Une autre question que je peux relayer, Chantal. Truc et astuce. Aurore nous demande quelques trucs pour nous permettre de canaliser ce côté hyper. Chez une personne. Ouais. Chez soi-même, Aurore? Je pense. C'est plutôt, oui, pour soi. Question, hein. Comment aider à réguler une personne hyper qui fonctionne? Alors, ce n'est pas la même question. C'est pas la même. Donc, je vais prendre les questions et dans le chat et dans le Q&A. Mais donc, Aurore me confirme, c'est bien pour elle-même, pour une personne. Et alors, c'est voilà, ok. Donc, réguler nos hyper. Quelques conseils de Marie. Alors, donc, réguler les hyper, c'est déjà prendre conscience que justement, je ne sais pas si on en a parlé au début de la présentation et du webinaire, que le rythme n'a rien à voir avec la précipitation. Et donc, dès lors qu'on travaille plus en pleine conscience de comment on fonctionne, de notre modus operandi, on va dire ça comme ça, on peut se voir finalement être plutôt en rythme pour faire les choses, hein, ranger, trier, organiser, ou être dans la précipitation. À tous les coups, si on est en mode précipitation, ça va générer du stress d'une manière ou d'une autre. On ne sait toujours pas à ce moment-là si on est en hyper, mais il se pourrait qu'on soit dans une dynamique d'hyper, et dans une dynamique d'hyper, il y a une précipitation mentale. C'est-à-dire qu'on est envahi par des pensées qui s'entrecroisent, il faut, je dois, ça part dans tous les sens, il y a beaucoup d'anxiété, on n'a pas beaucoup parlé d'anxiété sur les hyper. La problématique des hyper, c'est que quand on est motivé, j'ai envie de dire, par des hyper ou des fonctionnements en hyper, on est extrêmement anxieux. Et donc, c'est très coûteux, c'est très énergivore. Et donc, le premier travail, c'est de pouvoir voir, tiens, dans le fond, moi, quelles sont mes dynamiques en hyper? Tiens, quand je fais ça, alors moi, j'avais un hyper sur lequel je travaille toujours, n'est-ce pas, qui est un hyper familial, on va dire, un hyper d'harmonisation familiale. C'est-à-dire que mon objectif, c'était que tout le monde s'entende bien, ma fille avec mon compagnon, ma fille avec son père, ma fille avec ses cousins et ses cousines, etc. Donc, il y avait une espèce d'intransigeance, finalement, à faire tout ce que je pouvais, et plus, et plus, et plus,
c'est bien ça la dynamique de l'hyper, pour harmoniser, réguler et que tout le monde s'entende et qu'il n'y ait pas de conflit, etc. Et donc, ce qui fait que je me retrouvais régulièrement dans des échecs d'hyper, donc en ayant échoué dans ma mission de tout harmoniser, de tout arranger, et j'étais surtout épuisée, et donc j'ai connu cette cascade d'hyper. Et donc, la première clé, je dirais, c'est vraiment un travail sur la pleine conscience de soi, et ça se travaille, ça se développe, on n'est pas né avec, si on est né avec, et puis on l'a perdu en chemin. L'éducation, la culture, les conditionnements, on fait tout un travail sur ces hyper finalement, et sur ces hypos, hein, qui sont à la base des hyper. Et donc l'idée, c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui est dans cette dynamique dans ma vie, où est-ce que je cours, où est-ce que je me précipite, où est-ce que je n'ai pas l'autorisation de le faire à mon rythme. Et ça, c'est le premier plan. Ouais, j'aurais deux conseils à ajouter. C'est, vous voyez, dans l'hyper, comme en lien avec ce que tu dis, Marie, c'est que dans l'hyper, vous voyez, il y a ce côté où on veut aller vite, vite, vite. Et donc, quel que soit l'hyper, en fait, réexpérimenter la lenteur. Donc, vous voyez, par exemple, cette pièce à largeur, c'est peut-être 5 mètres. Et de marcher de ce bout-là à ce bout-là en 30 minutes. Voyez, en respirant, en vous mettant juste une alarme, donc très très lentement, et je peux vous dire, les hyper, ils tapent, ils disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, on va aller plus vite, c'est inefficace, etc. Et donc, voyez, réexpérimenter la lenteur, en fait, et je pense que c'est bon pour tous les hyper. Et alors, dans cet esprit, augmenter le niveau de conscience, moi, l'hyper, sur le fait d'être une mère parfaite, à un moment, je me suis dit, bon, allez, on va arrêter cette histoire-là, ça me prend la tête, ça m'épuise, et en plus, mes enfants allaient bien, quoi. Donc quoi, voilà. Et donc, en fait, vous pouvez faire une liste de toutes vos exigences. Donc, moi, mère parfaite, et alors, c'est même risible à un moment, c'est le rendre explicite. Qu'ils soient au lit à 7 heures, qu'ils aient mangé à peu près bio, que tout le monde soit heureux, qu'ils soient reposés, qu'ils soient bien habillés, mais très, très, très honnêtement. Et puis, vous regardez ça, comme si ce n'est pas vous qui l'aviez écrit, et en se disant, bon, allez, là, on a quand même un bug, hein, ce n'est pas nécessaire. Et donc, de commencer à, OK, celle-là n'est pas nécessaire. Moi, à un moment, vous voyez, faire à manger, ça va, quoi, pas tout le temps. Et donc, j'ai trouvé des endroits où manger à une heure qui était compatible quand ils étaient petits, etc. Vous voyez, de trouver des moyens qui soient compatibles et de commencer à, j'ai envie de dire, enlever certaines exigences, et pour ça, il y a vraiment pour moi les rendre conscientes. Écrivez-les noir sur blanc. C'est drôle, hein, parce qu'on se rend compte, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est vraiment la clé. Effectivement, je rajouterais justement que le fait de conscientiser ces hyper, ça permet d'aller un peu plus en profondeur sur la question de sens. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi les 5 P, les fameux 5 P? Pourquoi, un deuxième pourquoi, un troisième? Et puis, sur le fond, on va se poser des questions un peu plus profondes et peut-être se dire qu'est-ce qui dépend de moi dans cette affaire et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Et souvent, on se rend compte que j'ai envie de contrôler des choses qui ne dépendent pas de moi. En fait, c'est ça l'histoire. Et donc, un peu réorganiser tout cela. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions, donc merci beaucoup. Moi, je vais prendre tous les conseils que vous donnez, certainement celui de la lenteur, voilà, parce que c'est la première fois que je gère les questions, donc je vais prendre tous ces conseils et aller doucement. Et il y en a une liée encore à cette thématique de Sandra qui nous demande, est-ce que les comportements hyper peuvent être assimilés aux hypersensibles sur Epicient? J'y vais? Oui, vas-y. Eh bien, pas spécialement. C'est-à-dire que ça peut, mais je dirais comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que le comportement hyper, sa jeunesse, c'est vraiment un hypo. Vous voyez, c'est vraiment les blocages parce qu'on s'est senti idiot, ridicule, etc. Je pense qu'il y a des hyper. Moi, je pense qu'il y en a qui sont très transgénérationnels, d'ailleurs, des hypos aussi, et culturels, en fait, dans des cultures d'organisation. Mais c'est vraiment un conditionnement qui va venir compenser quelque chose. Vous voyez, et on en a tous et toutes. Voilà, alors le côté hypersensible, je pense qu'il y a des spécificités, mais je ne les lierai pas à l'hyper spécialement. Merci Chantal. Une autre question que je prends.
que faire, donc c'est lettre anonyme, que faire quand nos valeurs nous rendent trop investis, quand on est idéaliste et qu'on prend les choses trop à cœur et qu'on ne supporte pas les injustices? Faut-il changer de job pour prendre un boulot moins émotionnellement engageant? Bien. Qui Donc, commence? Question, allez, allez-y. allez, l'injustice, oui, très bien. Alors, effectivement, déjà, si on a cette possibilité, on le fait, mais des fois, on n'a pas toujours cette possibilité. Et la meilleure manière, c'est au lieu de travailler sur l'agent qui me stresse, en fait, ici, c'est l'antivaleur, autrement dit, l'injustice, c'est de travailler sur ma traçabilité. Autrement dit, c'est ma capacité d'accepter cette situation. Et là, il y a un exercice qui est fort intéressant. Je peux mettre deux cases, en fait, l'injustice et la justice, et je peux aller chercher sur les avantages et les inconvénients de chacun. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'injustice? Et dire que finalement, se prendre conscience, donc là, on accède à un autre niveau de conscience, donc le mode mental adaptatif, prendre conscience que dans la vie de tous les jours, l'injustice existe. Et je dirais même chouette qu'elle existe parce que c'est grâce à l'injustice qu'on connaît des gens justes, ouais, la valeur des gens justes. Donc, une première étape, c'est de l'accepter, accepter que ça existe, comme la question de la mauvaise foi. Heureusement qu'il y a des gens de mauvaise foi, sinon on ne connaîtrait pas la valeur des gens de bonne foi. Quelque part, c'est le froid et le chaud, c'est l'existence de l'un ne peut qu'expliquer l'existence de l'autre. Donc là, première étape, c'est accepter cela. Et puis, deuxième étape, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais avec cela? Comment je peux agir par rapport à cela? Et se poser la question, est-ce que le fait de changer de poste ou d'activité, ça va enlever l'injustice? Enfin, je ne vais plus trouver d'injustice. Donc ici, je dirais dans un premier temps, c'est vraiment un travail sur soi avant de travailler sur l'autre, parce que quelque part, l'injustice, on peut la travailler, on peut la trouver partout. Alors, si je vois que franchement, sur le fond de la question, c'est beaucoup trop et ça tape trop dans ma personnalité, je dirais, et mon motivation profonde, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Voilà, on a tous fait des choix à un moment donné, basculer d'un travail que je fais des fois par rapport par une obligation de résultat, je me force. Et la question, c'est jusqu'à quand, jusqu'à où, enfin, ça, c'est les mondes questions. Mais je dirais, mais avant cela, avant de se jeter dans une nouvelle aventure, c'est important de se connaître soi-même, vraiment se connaître en profondeur. Qu'est-ce qui me motive vraiment? Quels sont mes moteurs? Et là, les 8 types de personnalités, je dirais, développés par Jacques Radin ou d'autres approches sont très intéressantes pour trouver sa voie quelque part, trouver sa voie et sa motivation. Donc voilà un peu un des éléments de réponse, je dirais, c'est travailler ma stressabilité et connaître un peu quelles sont mes motivations profondes pour avoir la meilleure orientation possible. Voilà. Merci Mustapha. Bruxelles. Voilà. Vous êtes prêts pour une autre question? Une autre question tout aussi intéressante et surtout dans la manière dont elle est formulée, je trouve, quand on est hyper et qu'on met en place des changements et des limites, mais que les autres ne nous laissent pas faire, car ils sont habitués à ce que l'on prenne tout en charge. J'y vais. Oui, tu peux. Et je peux continuer si tu veux. Alors, il y a toujours quelque chose d'assez intéressant quand on est énervé, agacé ou dérangé par le comportement de quelqu'un. En général, ça dit quelque chose de nous. Ça dit quelque chose par rapport à ce qu'on fait peut-être avec soi-même. Je prends un exemple, si vous êtes extrêmement dérangé par quelqu'un, dérangé ou agacé, énervé par quelqu'un qui se permet, qui a un certain culot, qui se permet de dire bien non, ce week-end je ne rentre pas avec du travail et je pose mes jours, etc. La question aussi de la projection, hein, qu'est-ce que l'aspect projectif de ce que les autres déclenchent chez nous est très intéressante. C'est-à-dire que chaque fois que je suis agacée, énervée par un comportement à l'extérieur, plutôt que de rester dans cette personne est inadmissible, elle se comporte mal, etc., l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que ça dit de moi? Où est-ce que je ne mets peut-être pas les limites, moi? Où est-ce que j'ai du mal avec les limites? Alors que cette personne, elle n'a pas l'air d'avoir des difficultés avec les limites et d'ailleurs, elle a peut-être au-delà de mes limites. Et donc, qu'est-ce que je fais avec mes propres limites? Et toute cette grille de lecture des hyper et de ce qui nous déclenche à l'extérieur, des comportements des autres qui sont dérangeants, confrontants, parce que le mot, c'est vraiment ça,
confrontant, nous invite à nous ramener finalement toujours nous-mêmes à se questionner sur qu'est-ce que je fais avec moi-même de ceci, de cela. Hein, où est-ce que je n'ai pas mes limites? Où est-ce que je suis injuste avec moi-même? Où est-ce que je ne me reconnais pas, hein? Cette personne qui a toute cette reconnaissance, il est vraiment imbu de lui-même, hein? On peut être agacé, on peut rester dans la manifestation extérieure, d'être agacé par quelqu'un, ou on peut se poser la question, tiens, mais qu'est-ce qui, dans ce culot, dans cette confiance, cette affirmation de lui, qu'est-ce qui se passe chez moi? Eh bien, il faut se poser la question, où est-ce que j'en suis avec cette confiance en moi, cette affirmation, cette assertivité que j'ai peut-être pas? Et on a énormément de réponses. Et finalement, on récupère l'énergie qu'on a mis à l'extérieur pour juger et pour être confronté, on la récupère à l'intérieur et là, on commence le travail. Et donc, c'est toute cette approche qui permet de faire ce travail d'introspection, de compréhension, de prise de conscience. Oui. Et voilà. Et je rebondis, Vinciane, hein, tout à fait. Qu'est-ce que ça dit de moi et de l'autre? Là, on voit les commentaires. Absolument. Et effectivement, hein, je comprends bien la question quand on entame un changement soi-même et que ça dérange un peu peut-être l'entourage. J'ai envie de vous dire, moi, tenez bon. Voilà. Tenez bon, tenez bon. Ça, c'est le côté très systémique où c'est vrai, on a tous notre mode mental automatique et donc on a des habitudes parfois relationnelles, familiales. Il y a un élément qui change et puis les autres se disent, mais attends, tu n'es plus en train de débarrasser, de faire tout, de nettoyer, je dois faire ça moi-même. Ben, en fait, oui, tu dois le faire toi-même. Et voyez de façon bienveillante, etc., mais aussi pour faire bouger le système. Et comme vous voyez, l'image sociale, elle est au cœur hein, de ce dispositif, notre peur peut-être de ne pas être aimé, d'être rejeté, etc. Je pense voir les choses à un autre niveau, vous voyez, de bâtir des relations, continuer dans la bienveillance, etc. Mais tout en affirmant qu'à certains moments, on va changer de comportement et on va commencer à mettre des limites à soi et donc à l'autre. Autrement dit, c'est grandir pour faire grandir quelque part. Hein. Oui. C'est ça. Alors, ouais. Oui. Peut-être encore une question. Il y a aussi moi j'aime beaucoup, il y a un joli témoignage qui nous dit j'étais un hyper, quand je l'ai découvert, j'ai eu la paix. Très, Tout à fait, bravo. très joli, j'aime beaucoup. Que faire quand le duo de travail est vécu difficilement? Quand on apprend sur soi-même et qu'on trouve du plaisir, ok, mais une fois qu'on n'a plus rien à apprendre, que fait-on? Ok, ouais. Quand on n'a plus rien à apprendre, alors moi je pense que, vous voyez, toujours ce côté de choses, il y a le stress, moi je trouve c'est un indicateur fabuleux. Et moi je vois dans ma vie des situations où j'avais fait tout ce travail sur moi, etc., mais mon stress était encore là. Et donc, ça n'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'il fallait bouger. Que ce soit changer d'une relation de travail ou autre, vous voyez, bouger, changement de type 2, c'est-à-dire que le changement à l'intérieur du système pas suffisant. Et moi, dans mon cas, je sais que j'écoute beaucoup ce stress qui va me signaler à la petite voix qui dit, tiens, dans le fond, est-ce que c'est vraiment juste? Ça, c'est une chose. Et puis alors, l'intuition. Vous voyez, le préfrontal, gardien intérieur, je crois, de notre intégrité, c'est comme un coach intérieur, il sait énormément de choses. Et je pense que quand on met le calme à l'intérieur de soi, vous voyez qu'on est plus lent, qu'on accède à cette partie préfrontale pour la laisser dire, par exemple, dans la situation dont vous parlez, eh bien, en fait, vous voyez, c'est peut-être oser le changement. Et le préfrontal, il ne ment jamais. Donc, tant qu'on n'est pas remis en cohérence, il continuera à envoyer ces petits messages sous forme de rêve, ou à gauche, ou à droite, mais il enverra. Il enverra tant que la cohérence n'est pas revenue. En fait, je complète Chantal avec cette image qui me vient. C'est comme si je prends cette bouteille d'eau et je mets du sable et que je mélange tout ce sable. En fait, la bouteille d'eau va être un peu grise. Enfin. Ouais. Et pour qu'on y voit plus clair, en fait, à un moment donné, il faut poser la bouteille d'eau. C'est un peu la même chose avec toutes les idées, tout le stress qui vient. De temps en temps, il faut un peu stopper ça. Mindfulness, la gestion des mots de menton. Enfin, il y a plein d'exercices qui permettent cela pour que, en fait, le sable descende vers le bas et que l'eau devienne plus claire. Et quand ça devient plus clair, c'est comme c'est des
l'intuition qui prend la voix et puis on voit les vrais messages en fait. Et donc l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut oser s'autoriser ce droit à faire une introspection, de faire l'introspection avec soi. Ça peut être enfin, un voyage avec soi, ça peut être vraiment aller dans ce côté et je dirais ne pas avoir peur de se questionner tout simplement. La vie c'est un éternel questionnement en fait. Et en se posant des questions différentes qu'on voit des réponses différentes. Voilà. Alors, d'accord, écoutez, je prends la parole avant de vous laisser le mot final. D'abord, je suis vraiment ravie et enchantée comme fondatrice d'Altilus de ce partenariat avec le CFIP. Je tiens vraiment à vous remercier, de remercier Chantal, Marie, Mustapha, Marie pour ces magnifiques interprétations où certains se sont retrouvés sans doute parmi vous ou pas. Donc, en tout cas, de mon côté, pour vous dire que donc, à l'automne, à la rentrée, on démarre sur Casablanca avec l'Académie d'Altilus, entre autres ce parcours neurosciences Brain Switch, mais aussi d'autres parcours vraiment au service de la transformation de soi et des entreprises, des parcours certifiants. On vous prépare aussi, mais on vous en dira plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou envoyez-nous vos adresses mail. On vous gardera au courant parce qu'on vous prépare aussi en partenariat avec le CFIP une petite semaine bien-être, on va l'appeler comme ça, à Marrakech, quelque part au début de l'hiver. Toujours autour de la même thématique. Donc voilà, un florilège de partage, d'émotions, pas de stress. Donc voilà, normalement. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous et je vais vous laisser à vous. Merci aux intervenants pour les magnifiques questions aussi, pour votre participation. Et je vous laisse Chantal, Mustapha et Marie le mot de la fin. Bon, que tout aille bien dans vos vies, c'est magnifique. Tout est devant et Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Merci à vous, merci pour votre présence et on vous attend nombreux. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos sollicitations, à vos questions. Ouais. Voilà. Un grand merci pour ce bel échange, ce beau partage. Merci pour tous vos mots gentils là que l'on voit, ça fait chaud au cœur. Et donc, grand merci à vous aussi. Et pour le CFIP qui nous a prêté cette salle, cette caméra et ce webinaire. Claudia, merci aussi. Hein. Un grand salam. Un grand merci, Shukran. Merci beaucoup. Bonjour là-bas. Au revoir, Bonjour, là-bas, bientôt. Salam. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci.